Toute notre vie, on nous a inculqué que les grands incendies du 19e siècle étaient des accidents. Qu'une lampe à pétrole s'était renversée quelque part, que des matériaux imparfaits s'étaient enflammés à cause d'une simple étincelle. Mais vous avez été trompés. Parce que, si l'on met de côté le vernis propagandiste des manuels scolaires, il devient évident. Les flammes dans ces villes agissaient de manière trop sélective. Elles ne détruisaient pas de manière chaotique, mais brûlaient précisément ce qui ne correspondait pas à la nouvelle vision du monde. Et plus je me plongeais dans les archives, plus la question se posait avec insistance. Qu'est-ce qui devait précisément être effacé de la surface de la Terre avant de réécrire l'histoire? Regardez les photographies prises immédiatement après ces catastrophes. Des bâtiments en pierre avec des arches massives et des fenêtres de la hauteur d'une maison de 3 étages restent presque intactes, tandis qu'autour s'étend une plaine désertique de quartiers incendiés. N'est-il pas étrange que le feu, selon la version officielle, se déplaçait à la vitesse d'une tempête, mais évitait pourtant les structures lourdes, comme s'il comprenait qu'elles n'étaient pas si faciles à renverser. Pour une raison quelconque, ce sont précisément ces bâtiments, qui rappelaient une architecture bien plus ancienne que ce que déclaraient les historiens, qui furent plus tard déclarés dangereux et presque immédiatement démolis. Que cachaient ces murs? Et qui aurait pu construire de telles structures si au XIXe siècle, selon l'affirmation des spécialistes, la population de nombreuses régions atteignait à peine quelques centaines de milliers de personnes? Dans les archives, j'ai trouvé la description d'un inventaire réalisé immédiatement après l'un des plus grands incendies. Le document affirmait que près des 2/3 de la ville avait brûlé, bien que, selon une reconstitution satellitaire, oui, de tels modèles existent aujourd'hui. Il soit visible que la zone touchée est plus étendue que ce qu'indiquent les rapports officiels. Pourquoi l'ampleur réelle est-elle sous-estimée? Et pourquoi les chercheurs contemporains évitent-ils de discuter de l'écart, équivalent à la différence entre une catastrophe ordinaire et quelque chose qui ressemble à un nettoyage ciblé? Regardez les cartes d'urbanisation. De nombreuses parcelles après l'incendie se sont avérées parfaitement planes, comme si le terrain avait été préparé à l'avance. Un incendie se propage de manière chaotique, mais la géométrie parfaite d'un espace brûlé, c'est une toute autre histoire. Et d'ailleurs, remarquez combien de temps il a fallu aux villes pour se reconstruire. Seulement quelques années. Pourtant, selon les statistiques officielles, dans ces régions à cette période, il ne manquait ni main-d'œuvre, ni matériaux, ni équipements. Comment alors des dizaines de bâtiments avec des colonnes monolithiques, des plafonds de formes complexes et des façades, exigeant le travail d'artisans hautement qualifiés, ont-ils été érigés? L'explication du type « c'est ainsi qu'on construisait à l'époque » ne tient plus la route quand on voit les données des recensements de population. Dans certaines villes, le nombre d'habitants a doublé juste après l'incendie, bien qu'aucune migration de masse n'ait été enregistrée durant cette période. D'où venaient ces gens? Et pourquoi les documents d'enregistrement des nouveaux arrivants ont-ils été classés dans les archives plus tard qu'ils n'auraient dû l'être? J'ai beau étudier les rapports, les schémas, les cartes et les rares témoignages d'observateurs conservés, tout le tableau se résume à ceci. La version officielle ne résiste pas à la logique élémentaire. Les délais ne correspondent pas. Les volumes de travail ne concordent pas. L'origine des bâtiments qui, par un heureux hasard, ont survécu jusqu'au moment où ils pouvaient être démolis sans incendie, sous couvert de modernisation, n'est pas expliquée. Mais le plus important, ces incendies se produisaient étrangement là où se dressaient les constructions les plus complexes, les plus monumentales, dites de l'ancien type. Elles disparaissaient les premières. Les flammes semblaient brûler non pas les rues, mais la mémoire de ce qui existait avant nous. Et quand j'ai commencé à comparer les dates de ces événements, une régularité effrayante est apparue. Presque toutes les quelques décennies, une catastrophe majeure se produisait, détruisant les traces d'une civilisation dont l'architecture était trop développée pour les conditions du XIXe siècle.
trop parfaites pour avoir été construites par des gens avec des technologies limitées et des ressources maigres. Et pendant que les historiens parlent de hasard, je vois quelque chose de tout à fait différent. Un plan exécuté avec soin, de manière cohérente et d'une efficacité surprenante. Si c'est une coïncidence, elle est trop parfaite. Si c'est un hasard, il est trop avantageux pour ceux qui ont réécrit l'histoire. Quand on commence à considérer les grands incendies du XIXe siècle, non pas comme des catastrophes naturelles, mais comme faisant partie d'un vaste mécanisme historique, de nombreux détails commencent soudainement à acquérir une clarté effrayante. Prenez par exemple les descriptions des températures qui auraient été atteintes par les bâtiments lors des catastrophes. Les rapports parlent d'une chaleur qui faisait fondre les structures métalliques et brisait les vitres en quelques minutes. Mais la température officielle d'un incendie urbain ne dépasse jamais le seuil à partir duquel la pierre et le métal commencent à se déformer. Pour obtenir de tels effets, il faut une chaleur comparable à celle d'un four industriel. D'où aurait-elle pu provenir dans des quartiers construits en maisons de bois, avec des volumes de combustible minimaux? Cette question est généralement évitée par les historiens, mais elle résonne trop fort pour être ignorée. J'ai trouvé des descriptions d'archives de témoins oculaires qui affirmaient que le feu ne se déplaçait pas comme une flamme ordinaire. Il ne se propageait pas simplement avec le vent, mais semblait suivre une ligne précise. Il existe le témoignage d'un pompier qui est particulièrement déroutant. Il écrivait que la rue qu'ils empruntaient était déjà réduite à une couche uniforme de cendres, bien que quelques heures auparavant, des maisons construites en pierre s'y trouvaient. Les maisons en pierre, soulignait-il, n'auraient pas pu brûler si vite et de manière si uniforme. Si une seule personne avait écrit cela, on aurait pu l'attribuer à un accès d'émotion. Mais de tels témoignages se comptent par dizaines. Ils sont trop nombreux pour parler de coïncidence. Tournons-nous vers les statistiques. Dans l'une des villes les plus touchées, la proportion de bâtiments en pierre représentait environ 1/5 de l'ensemble des constructions. Cependant, après l'incendie, seulement environ 1/10 de cette proportion a subsisté. Comment expliquer qu'un matériau résistant au feu ait disparu presque à la même vitesse que le bois? Dans les rapports, on tente d'attribuer cette anomalie à des explosions qui se seraient produites dans les sous-sols. Mais lorsque l'on étudie les plans des bâtiments, il devient clair. De nombreuses maisons ne possédaient tout simplement pas de locaux où de grands volumes de matériaux combustibles auraient pu être stockés. En revanche, presque toutes ces maisons présentaient des murs épais, des passages voûtés et des fondations s'enfonçant dans le sol plus profondément que ne l'exigeaient les normes de construction de l'époque. Pourquoi a-t-il fallu créer pour un bâtiment urbain ordinaire des fondations comparables à celles utilisées dans les forteresses ou les ouvrages industriels? Et maintenant, observez les cartes des réseaux de communication. Avant de nombreux incendies, des opérations de modernisation des infrastructures étaient menées dans les villes. Cela se traduisait par le retrait de certaines anciennes canalisations, la suppression de passages souterrains inconnus et l'obturation de plusieurs niveaux de sous-sol. Ce que l'on appelle aujourd'hui les niveaux techniques étaient autrefois de simples étages souterrains. Mais l'histoire officielle affirme que ces étages étaient incomplets ou naturellement comblés. Cependant, les photographies des lignes de communication découvertes révèlent des murs soigneusement nivelés, des traces d'outils et même des sections de revêtement. Comment un processus naturel aurait-il pu créer une architecture d'une telle précision? Quand on considère tout cela dans sa globalité, il devient clair. L'incendie est la phase finale d'une opération. D'abord, un nettoyage était effectué sous la ville. Puis, les anciennes constructions étaient détruites. Et ensuite, commençait la réécriture de l'histoire. Et ceux qui posaient trop de questions étaient envoyés dans des comités, des commissions et des instituts où on leur expliquait doucement mais avec insistance que leurs observations ne s'inscrivaient pas dans la méthodologie académique.
Mais c'est précisément cette méthodologie qui a été créée après la disparition de l'Ancien Monde. Elle était un instrument qui aidait à construire un nouveau récit, commode et compréhensible, dénué de questions explosives. Le plus intéressant, c'est la réaction des autorités après les incendies. Elles ont agi trop rapidement et de manière trop organisée. Littéralement quelques semaines plus tard, la planification de nouvelles constructions commençait, bien que les ressources fussent insuffisantes et que la population fût désorientée. Et pourtant, les nouveaux projets semblaient avoir été créés bien avant la catastrophe. Trop logiques, trop réfléchis, trop pratiques pour le contrôle. De larges rues, des quartiers symétriques, des bâtiments administratifs construits dans un style qui serait plus tard qualifié d'apparat. Et les traces de l'Ancien Monde disparaissaient, parfois littéralement du jour au lendemain. Et voici la question principale, qui nous ramène à notre point de départ. À qui profitait l'incendie d'épreuves? Qui avait les ressources, le pouvoir et les technologies pour mener de telles opérations sur de vastes territoires? Et pourquoi toutes ces catastrophes coïncident-elles étrangement avec le début de la période que les historiens appellent l'ère industrielle? Ou peut-être, l'ère industrielle n'est-elle pas un début, mais un redémarrage? Imaginez, au milieu du XIXe siècle, sur les vastes étendues de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord, se dresse une architecture qui ne correspond absolument pas au niveau technologique de son époque. Des façades monumentales, des colonnades de la hauteur d'un immeuble de 5 étages, des tunnels s'enfonçant dans le sol plus profondément que ne l'autorisaient les règles de construction de l'époque. Et soudain, en l'espace de quelques décennies seulement, ces villes sont traversées par des vagues d'incendies, chacun d'eux étant comme la dernière étape d'une opération de nettoyage à grande échelle. La version officielle parle de coïncidences tragiques. Mais regardez les mathématiques. La probabilité que de tels événements se soient produits dans plusieurs grandes villes consécutives en l'espace de quelques dizaines d'années seulement tend vers zéro. Et plus on regarde ces statistiques, plus l'impression est forte que le feu n'était pas un ennemi, mais un instrument. Mais le plus incroyable ne commence pas avant, mais après les incendies. Dans l'une des villes, j'ai étudié un recensement de population réalisé seulement 3 ans après la catastrophe. Et voici ce qui m'a frappé. La population avait augmenté de près d'1,5 fois, bien que les rapports de migration n'indiquassent que quelques milliers d'arrivants. Comment cela est-il possible? Même avec un taux de natalité incroyablement élevé, un tel bond est impossible. Soit les recensements ont été falsifiés, soit des personnes ont été acheminées de manière organisée, massivement, par des convois de transport préparés à l'avance. Mais où sont les documents? Où sont les registres? Où sont les traces de toute cette logistique? Ils sont introuvables. Comme si quelqu'un avait voulu que cette période de l'histoire soit imperceptible, lacunaire, vide. C'est précisément dans ce vide que naît la question cruciale. Si des personnes ont réellement été acheminées, dans quel but? Pour peupler des territoires d'où les traces d'une civilisation passée venaient de disparaître? Pour former une nouvelle population qui n'aurait jamais vu ce qui se trouvait ici auparavant? Pour créer une génération sans connaissance ni souvenir des technologies antérieures? Un siècle est une période suffisamment longue pour effacer la mémoire, mais pas assez pour effacer les murs de pierre. C'est pourquoi les murs, il a fallu les brûler. Regardez les photographies prises après les incendies. À de nombreux endroits, il reste d'immenses déserts de terre nivelée, sans le moindre bloc de pierre. Mais la pierre ne disparaît pas comme ça. Si elle n'est pas sciée, transportée ou cachée, elle reste sur place. Et pourtant, elle disparaît. Comme si des structures entières s'étaient simplement volatilisées. Mais si nous admettons que des opérations de démantèlement avaient déjà été menées avant l'incendie, tout prend son sens. L'incendie n'a pas détruit les bâtiments. L'incendie a détruit les traces du démantèlement. C'était un écran de fumée, dissimulant un travail d'ingénierie bien plus subtil et complexe. J'ai trouvé le rapport d'une commission
créé immédiatement après la reconstruction d'une ville. Il y était dit qu'un certain nombre d'anciennes structures ne répondent pas aux exigences modernes et devaient être démolies d'urgence. Mais le plus étrange, la commission indique le nombre exact de bâtiments qui devaient soi-disant être démantelés. Le problème est que beaucoup de ces bâtiments n'existaient déjà plus après l'incendie. Autrement dit, la liste avait été établie à l'avance. Et si de telles listes existaient dans une ville, quelle est la probabilité qu'il n'y en ait pas eu aussi dans d'autres? Maintenant, imaginez un autre détail. Dans plusieurs villes, il existe des témoignages selon lesquels le feu se propageait plus vite que ce qui est physiquement possible. Dans un cas, la distance entre deux quartiers était d'environ 1 kilomètre. Entre les foyers d'incendie, quelques minutes seulement. L'explication officielle est un vent fort. Mais même avec un vent très fort, il faut du temps aux flammes pour engloutir un tissu urbain dense. Et si les flammes apparaissaient simultanément à plusieurs endroits? Si c'était une série d'incendies ciblés, menés de manière organisée? De plus, des incendies dirigés vers des types de constructions spécifiques, les plus étranges, les plus anciennes, les plus gênantes pour la nouvelle version du passé. Et voici le point culminant. Quant au regard de ces villes avant et après les incendies, on a l'impression que le monde n'a pas subi une destruction, mais un redémarrage. Comme si l'ancienne époque ne s'était pas terminée d'elle-même, mais avait été achevée par quelqu'un qui avait décidé d'effacer le passé et de tout recommencer à zéro. Les gens comme une nouvelle population. La ville comme une nouvelle scène. L'histoire comme un nouveau livre. Mais si le monde a vraiment été redémarré, qui a appuyé sur le bouton? Quand j'ai comparé pour la première fois les dates de plusieurs des plus grands incendies, leur chronologie m'a frappé. En différents points de la planète, des villes nord-américaines au territoire s'étendant entre la Baltique et la mer Noire, les frappes se produisaient presque par vagues. Les intervalles entre elles semblaient calibrés. En moyenne, environ 10 à 15 ans. Comme si quelqu'un menait une opération de grande envergure par région, tranquillement mais systématiquement, comme s'il retirait les couches supérieures d'un passé indésirable. L'histoire officielle explique cette période par le sous-développement des technologies de lutte contre l'incendie. Mais cela sonne étrange quand on voit que les catastrophes ne se sont pas produites de manière chaotique, mais de façon étonnamment rythmée. Imaginez maintenant. Dans les villes se dresse déjà une architecture de l'époque précédente, trop parfaite, trop massive, trop technologique pour le niveau de développement que les historiens attribuent au milieu du XIXe siècle. Et à côté, la jeune ère industrielle qui ne fait que prendre son essor. L'ancien système, fictif ou réel, devient incommode. Il faut le cacher, car il ne s'intègre pas dans le nouveau cadre idéologique. Le nettoyage commence. Mais voici l'étrangeté. Le feu ne détruit pas tout indistinctement. Il brûle précisément les zones où sont concentrées les anomalies architecturales. Ces bâtiments qui dépassaient les technologies de construction habituelles. Ces constructions pour lesquelles personne n'a pu plus tard donner d'explication logique, ni quant à l'époque de leur édification, ni quant aux ressources humaines, ni quant aux matériaux. Dans plusieurs archives, je suis tombé sur des descriptions de ce qu'on appelle des foyers d'intensité inhabituelle. Ce sont des endroits où les flammes semblaient jaillir de l'intérieur, plutôt que de se propager de l'extérieur. Et il est important de souligner ici, c'est une image artistique, mais elle est basée sur des citations réelles de témoins oculaires, faisant état d'explosions, de flashs, d'effondrements instantanés des colonnes porteuses. À quoi cela ressemble-t-il? Non pas à un incendie naturel, mais à quelque chose de plus précis, de contrôlé. Comme si le but n'était pas de brûler la ville, mais de détruire certaines technologies cachées à l'intérieur des bâtiments, dont la conception était loin d'être simple. Mais où ont disparu ces technologies? Où sont les traces des outils, des schémas, des plans? Pourquoi, dans les villes reconstruites, n'a-t-on trouvé aucun artefact qui témoignerait d'un haut niveau technique du passé? Et ici apparaît un détail difficile à ignorer. Dans presque chaque ville touchée par de tels incendies,
Au cours des 2 années suivant la reconstruction, des dépôts d'archives étaient créés, où affluaient les documents trouvés lors du déblaiement. Mais presque tous ces documents, de manière étonnante, datent d'une période postérieure à la catastrophe. Comme si l'ancienne mémoire papier du monde avait été remplacée par une nouvelle. Et voici l'un des plus grands paradoxes. Comment de telles villes ont-elles pu surgir immédiatement après les incendies? En quelques années seulement, des bâtiments administratifs, des gares, des théâtres, des écoles voyaient le jour. Construits de surcroît dans un style uniforme, comme s'ils étaient l'œuvre d'une seule et même direction. Cela rappelle une situation où l'ancien système est détruit, et à sa place est érigé un nouveau, simplifié, adapté à la future ère industrielle. La ville devenait une usine, la population, une main-d'œuvre, et l'histoire, un instrument, standardisé comme un manuel d'arithmétique. Mais il y a un autre détail qui m'a fait voir les choses sous un angle différent. Dans plusieurs villes après les incendies, on a trouvé des parcelles de terrain où les traces de construction s'enfonçaient sur la hauteur d'étages entiers, à 5 ou 7 mètres sous le niveau actuel. Officiellement, cela est qualifié d'accumulation de couches culturelles ou d'élévation naturelle du sol. Mais ces explications coïncident étrangement avec ce qui se passait avant les incendies. De nombreux niveaux de sous-sol avaient été remblayés à l'avance, comme si les anciens étages devaient disparaître de la vue avant même que la ville ne brûle. L'ensemble s'assemble en une ligne effrayante de cohérence. Le nettoyage des niveaux souterrains, le démantèlement de certains éléments de bâtiments, l'évacuation des matériaux, puis l'incendie, effaçant toutes les traces de préparation, et enfin, une reconstruction rapide selon de nouvelles règles. Comme si quelqu'un ne voulait pas détruire les villes. Il voulait détruire le passé que ces villes conservaient. Et voici la question principale qui résonne de plus en plus fort. Si le feu n'était pas un hasard, mais la touche finale d'une opération, alors qu'essayait-on de cacher, précisément? Quelle connaissance? Quel dispositif? Quelle preuve que notre civilisation n'est pas la première et peut-être pas la plus développée? Et si c'est le cas, cela signifie que les grands incendies n'étaient pas une fin mais un début. Le début d'une nouvelle ère, créée comme un monde réassemblé, où la mémoire est reformatée et l'histoire réécrite. Ainsi, imaginons le tableau final. Le 19e siècle approche de son milieu, et le vieux monde semble commencer à se fissurer de toutes parts. Des bâtiments monumentaux, dont les racines plongent dans une époque plus ancienne, cessent de s'intégrer à la nouvelle réalité. L'ère industrielle s'apprête à commencer, mais elle ne peut démarrer tant que des constructions se dressent dans les rues, comme si elles avaient été créées par des mains d'hommes maîtrisant d'autres principes de construction. Les technologies de l'ancien monde, réelles ou supposées, empêchent la nouvelle ère de devenir autosuffisante. Et c'est alors que se déclenche ce que nous appelons aujourd'hui les grands incendies. Mais voici le point clé. Si tout s'est déroulé exactement comme l'indique la reconstitution, qu'est-ce qui voulait être effacé précisément? Quelle connaissance aurait pu changer notre compréhension du passé? Dans plusieurs rapports, rédigés après les catastrophes, on trouve la mention d'étranges structures métalliques, découvertes sous les décombres de bâtiments officiellement considérés comme étant en pierre. Ces descriptions sont extrêmement brèves, presque fragmentaires, comme si les auteurs craignaient d'en dire plus que ce qui était permis. Ils mentionnent des nervures de renforcement, des alliages inconnus, des détails qui résistent à l'étude. Et tout cela disparaît presque immédiatement. Il n'y a ni photographie, ni échantillon. Comme si cette partie de la mémoire avait été méticuleusement nettoyée. Et même si dans le cadre d'un scénario de fiction, nous imaginons que cela aurait pu être des fragments de technologie d'une civilisation antérieure, l'étrangeté même de la disparition de telles découvertes
est déjà une raison de réfléchir. Un autre détail important, les bonds démographiques qui se sont produits immédiatement après les incendies. Imaginez une ville ayant perdu une partie significative de son infrastructure et de sa population. Et soudain, quelques années plus tard, elle se remplit de nouvelles personnes, comme si elles avaient été délibérément dirigées vers le territoire nettoyé. Dans une version romancée, cela ressemble à un processus de peuplement d'une nouvelle page de l'histoire. Mais même si l'on examine tout dans le contexte des données réelles, la question demeure. Pourquoi les flux migratoires sont-ils mal documentés et leurs sources souvent non spécifiées? On a l'impression que la population devait apparaître, mais pas arriver. Comme si un nouveau monde était créé non seulement architecturalement, mais aussi socialement. Imaginez maintenant le niveau philosophique de l'ensemble du tableau. Si le monde a vraiment connu quelque chose comme un redémarrage, du moins au sens allégorique, alors nous vivons à la surface d'une couche sous laquelle se trouve une autre histoire. Oubliée, brûlée, ou simplement non inscrite dans le programme scolaire. Et c'est alors que les grands incendies deviennent non pas des tragédies, mais des points de rupture. Des lignes séparant l'ancien ordre du nouveau. Les frontières entre la réalité que nous pouvons confirmer par des documents et la réalité que nous ne pouvons que reconstruire. Et si l'on y réfléchit plus profondément, une pensée effrayante mais fascinante surgit. Peut-être notre civilisation n'est-elle pas réellement la première, mais simplement celle qui existe après un grand nettoyage. Peut-être sommes-nous une génération à qui l'on a remis un nouveau manuel, soigneusement relié et épuré de chapitres superflus. L'histoire devient comme un géant à qui l'on aurait coupé la mémoire, pour qu'il réapprenne à marcher. Mais si tel est le cas, une question impossible à ignorer se pose à nous. Que se passera-t-il lorsque la mémoire commencera à revenir? Quand de plus en plus de gens posent des questions gênantes, quand les archives deviennent plus accessibles, quand les technologies d'analyse permettent de sonder les couches les plus anciennes des villes. Que se passera-t-il s'il s'avère que nous nous tenons sur le fondement d'une réalité dont nous ne savons presque rien? Cette pensée devient alors la bombe finale. Les grands incendies du XIXe siècle, dans une reconstitution artistique, apparaissent comme une tentative globale d'effacer l'ancien monde et d'en écrire un nouveau. Mais si notre monde a déjà été réécrit une fois, pourquoi ne pas supposer que cela pourrait se reproduire? Et qui sera alors celui qui décidera qu'il est temps d'appuyer sur le bouton de redémarrage? Celui qui pose de telles questions sort déjà du cadre du récit habituel. Et si vous avez écouté jusqu'à ces lignes, cela signifie que vous faites partie de ceux qui sont prêts à regarder plus profondément que ne le permet la version officielle. Partagez vos réflexions, abonnez-vous, car nous allons poursuivre cette enquête. Et peut-être, ensemble, pourrons-nous comprendre l'essentiel. Qui se cache derrière ces pages de l'histoire qui ont été brûlées, avant que nous ayons